commencer alors avec Andrés Vidaña qui va nous présenter une communication intitulée Analyse traductologie de la traduction française du roman Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Je vous rappelle que vous comptez sur 15 minutes pour faire la présentation et que nous allons laisser toutes les questions pour la fin de la séance, OK? Et j'invite aussi à tout le monde, si vous voulez déjà commencer à poster des questions pour pas les oublier, nous allons quand même les reprendre, les noter pour à la fin les partager. Bon, Andrés, tu peux commencer. Mesdames, Messieurs, chers collègues, euh, je tiens tout d'abord à remercier très sincèrement l'ANDIF ainsi que les comités organisateurs de ces premiers colloques de recherche pour l'honneur qu'ils me font en m'accueillant aujourd'hui. C'est un plaisir de vous présenter les résultats de ma recherche. Je m'appelle Andrés Villatorres et je suis étudiant en langue française à la faculté de langue de l'Université de Veracruzana, région Jalapa, et je prépare actuellement mon mémoire de licence sous la direction de Madame Irene Marquine Sanchez. Cette recherche s'inscrit dans les travaux du corps académique, linguistique, traduction et enseignement des langues. Pour toute correspondance ultérieure, voici mon adresse électronique avidania@gmail. Je vous présente aujourd'hui une recherche intitulée Analyse traductologique de la traduction française du roman Como per chocolate de Laura Esquivel. On y va. Cette recherche est née d'une expérience personnelle. Comme beaucoup de Mexicains, j'ai grandi avec ces romans comme Agua para Chocolate de Laura Esquivel, publié en 1999. C'est une œuvre où la cuisine est un langage de l'âme, où les recettes rythment la narration, où l'identité mexicaine se déploie dans chaque page. Il y a quelques années, j'ai fait une traduction de ce roman à un ami norvégien. Sa réaction fut pour moi un choc et il avait trouvé, je cite, simple et ordinaire. Comment un texte si riche en symboles, en ses solides et en ancrage culturel pouvait-elle paraître banal dans notre langue? Était-ce la distance culturelle ou bien la traduction elle-même qui avait effacé ces nuances essentielles? Cette question m'a conduit à entreprendre une analyse traductologique rigoureuse de la version française intitulée Chocolat Amé, publiée chez Gallimard dans la collection Folio et traduit par Eduardo Jiménez et Jacques-Rémy Epstein en 2024. Euh, euh, pour mener cette investigation, j'ai convoqué deux piliers de la traduction hispanophone. D'une part, Gerardo Vázquez Ayora et son ouvrage Introduction à la traductologia, qui pose les principes d'exactitude, fidélité et de traduction oblique. Vázquez Ayora affirme notamment, je cite, el traductor no tiene facultades para añadir o quitar nada al contenido de un texto. D'autre part, Amado Hurtado Elvir es una traducción y traductología que insiste sur la notion de compétence traductive et sur la triple fidélité au vouloir dire de l'auteur, au mécanisme de la langue d'arrivée et au destinataire de la traduction. Euh, La méthodologie a consisté en une analyse comparative systématique de textes sources et de textes ciblés en m'appuyant sur les dictionnaires spécialisés comme le Larousse Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana et en recueillant la témoignage d'un lecteur francophone natif, François-Alexandre Perry, professeur à l'Université Veracruzana. Et je tiens à préciser que dans cette présentation de 15 minutes, les exemples que je vais vous montrer ne constituent qu'un résumé très partiel des analyses approfondies menées dans mon mémoire. Euh, les résultats de cette recherche sont édifiants. Je vais vous présenter plusieurs catégories d'altérations qui, cumulées, aboutissent à ce que j'appelle une défiguration narrative. La première est, le premier chapitre s'intitule en espagnol Tortas de Navidad. Et
La traduction française propose Petit pain pour Noël, mais réintroduit les mots en espagnol torta dans les corps du texte. Cette incohérence terminologique brise l'unité symbolique du chapitre, comme le souligne Vázquez Ayora. Si no es exacta, no puede considerarse una traducción. Pierre le chapitre Mole de guajolote con almendra y ajonjolí devient Danton aux amandes et aux sésame. Le mot mole disparaît du titre. Un autre débat de page le dit à Danton au piment. François-Alexandre Perry, lector francophone, commente: un mexicano se puede sentir ofendido, solo dice guajolote con picante. On y France ainsi 15 pages du dictionnaire Larousse consacrées à la complexité rituelle du mole. Ces altérations ne sont pas anecdotiques. Elles neutralisent des marqueurs identitaires fondamentaux et appauvrissent l'univers sensoriel construit par l'auteur. Et c'est précisément cette accumulation de pertes non compensées qui prépare le terrain à la défiguration narrative dont je parlerai dans un instant. Ok. La version française multiplie des notes explicatives. Dans une traduction littéraire destinée au divertissement, la note brise le perfectionnel. Elle dit au lecteur: vous êtes étranger, vous ne pouvez pas comprendre sans guide. Certaines notes sont factuellement fausses à la page 24. Une note définit Chabella comme une boisson alcoolisée, alors que dans le contexte du roman, il s'agit d'un auto. L'incohérence est flagrante. Le mot nogada est glossé en notre page 66, sauce au noix, mais dans les premiers chapitres, chiles et nogada devient simplement piment au noix. Sans explication ni rappel. Cette absence de systématisme révèle une absence de stratégie traductive claire. Et dans la recette des cailles au pétales de rose, la liste originale comporte una pitaya. La version française supprime purement et simplement cet ingrédient, aucun note, aucune compensation. Ayora rappelle que l'exactitude est le premier critère d'une traduction. Ici, il n'est pas respecté. À la page 146, une erreur typographique transforme Mamelena en Marlelena, un nom inexistant qui rompt la cohérence du texte et témoigne d'une négligence éditoriale. Un proverbe culinaire, solo las ollas saben los sabores de su caldo, est traduit par je sais très bien ce qui te trop par la tête. La métaphore culinaire et la charge culturelle sont entièrement gommées. En revanche, les proverbes lo que el viento Juárez est rendu par les vents en général Juárez, c'est-à-dire à Caen, avec une explication discrète qui conserve la référence historique. Les traducteurs appliquent donc des principes radicalement différents dans un cas et à l'autre, ce qui dénote une incohérence méthodologique profonde. Il y a des altérations, il y a une condensation poétique. Le passage culminant de la mort de Pedro est amputé de phrases entières. La declaración existencial de Tita: ella no quería morir, quería experimentar esta misma explosión de emociones muchas veces más. Este solo era el inicio, disparaît totalement. La version française réduit l'apothéose sensorielle à un conte rendu factuel. François-Alexandre Perry, après comparación constante, está mucho más, no di, está mucho más corto, hay muchos más detalles en español, hay una conexión más fuerte. Cette condensation affaiblit considérablement la densité poétique et l'impact émotionnel de la scène finale. Tous ces phénomènes, pris isolément, pourraient être classés comme des simples zéros de traduction, mais leur accumulation et leur nature systématique relèvent quelque chose de plus profond. Une transformation qui altère les structures même du récit.
Ce que je vais maintenant aborder avec l'exemple des plus graves et la proposition de mon concept. L'altération la plus grave, c'est celle qui justifie pleinement l'introduction d'un nouveau concept tautologique. Voici el texto original. Mamá Elena decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Et voici la traduction française. D'après maman, c'est parce que les oignons me font autant d'effet qu'à Tita, ma grand-mère. Et Tita n'est pas la grand-mère de la narratrice. Elle est sa grand-tante. Cette erreur n'est pas anodine. Toute la tragédie du roman repose sur la tradition familiale qui interdit Tita de se marier et d'avoir des enfants, la commandant à prendre soin de sa mère jusqu'à la mort de celle-ci. Et faire d'elle une grand-mère dans la traduction française contredit radicalement les noyaux tragiques de son destin. Et c'est une rupture de la logique narrative originelle. Euh, c'est à la lumière de cette erreur et de l'ensemble des altérations précédemment décrites, d'omission, de compensation, neutralisation culturelle, incohérence méthodologique, que j'ai forgé les concepts de défiguration narrative. Il vous reste 5 minutes. Ok, merci. Je vais vous en lire la définition complète telle qu'elle apparaît dans mon mémoire, sans aucune coupure. Nous appelons défiguration narrative une erreur traductive une gravité telle qu'elle altère profondément les structures symboliques, thématiques, stylistiques et culturelles d'une œuvre littéraire, c'est-à-dire l'altération de sa densité poétique d'une œuvre littéraire. Ce type de transformation inadéquate va au-delà d'une simple perte de sens ou de maladresse linguistique. Il constitue une rupture avec la logique narrative originelle, compromettant ainsi l'intégrité artistique de l'œuvre. En tant que phénomène traductologique, la défiguration narrative implique non seulement un appauvrissement esthétique, mais introduit également une fracture dans les parties fictionnelles établies par l'auteur, pouvant aller jusqu'à enfreindre ses droits moraux, patrimoniaux et légaux. Ces concepts ne visent pas à stigmatiser les traducteurs, mais à fournir à notre discipline un outil pour nommer ce qui s'y trouve souvent reste implicite. Le moment où la traduction, au lieu d'être un pont entre les cultures, devient une fracture dans l'architecture même de l'œuvre. Cette recherche ouvre également une réflexion juridique et essentielle. Un moment. Il y a une dimension juridique. Euh, euh, la ley fédérale del derecho de autor mexicaine et son article 21 reconnaît l'auteur le droit imprescindible et inaliénable d'exiger le respect de son œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification. De même, les codes de la propriété intellectuelle française consacrent les droits au respect de l'œuvre comme un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Transformer Tita Abuela en grand-mère n'est pas un simple adaptation, c'est une modification structurelle qui dénature l'intention de Laura Esquivel. On peut donc légitimement se demander si une traduction validée par une chaîne éditoriale prestigieuse ne constitue pas une atteinte caractérisée au droit
morale de l'auteur. Madame Esquivel est-elle seulement consciente de la manière dont son œuvre a été publiée en français? Enfin, je voudrais euh, terminer par une interrogation qui constitue aujourd'hui ma principale piste de recherche future. Cette enquête a porté sur une œuvre mondialement connue, publiée par un éditeur de premier plan. Si dans ces conditions optimales de visibilité et des moyens, une défiguration narrative d'une telle ampleur a pu se produire, qu'en est-il du reste de notre littérature nationale? Dans combien d'autres œuvres mexicaines euh, cette situation s'est-elle déjà produite? Combien de romans de Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Fernando Paso ou de jeunes auteurs contemporains ont-ils vu leur univers symbolique neutralisé, aseptisé ou travesti lors leur passage vers le français, l'anglais, l'allemand ou d'autres langues? C'est une question qui, je l'espère, pourrait mobiliser la communauté des traductologues et des juristes spécialisés. Pour conclure, pour conclure, cette recherche confirme que la version française de Como agua para chocolate présente des altérations significatives qui affectent la cohérence interne, la politique narrative et l'ancrage culturel de l'œuvre et les concepts de défiguration narrative. Et c'est avéré pertinent pour décrire ces effets déstructurants et pour ouvrir un dialogue entre traductologique et éthique et droit. Ce travail est un plaidoyer pour une traduction éthique, documentée et profondément respectueuse de l'altérité. Traduire, ce n'est pas seulement transporter des mots, c'est réserver un souffle, une voix, une vision du monde. Et c'est dans cette fidélité exigeante que je récite la véritable grandeur de l'art traductif. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Andrés. Alors, nous allons continuer maintenant. Je sais qu'il y a déjà des questions, mais on va les garder pour la fin. Nous allons continuer maintenant avec Arlette Yuridia Ávila Benito. Elle va nous présenter la neurodidactica aplicada a la enseñanza y el aprendizaje de la traducción, aportes para la adquisición de la subcompetencia estratégica. Quand vous voulez. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence. Je suis Arlette et je vais vous présenter une recherche intitulée La neurodidactica aplicada a la enseñanza y el aprendizaje de la traducción, aportes para la adquisición de la subcompetencia estratégica, menée de 2019 à 2021 sous la direction de la docteure María del Pilar Ortiz Lobillo al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana dans l'axe recherche en linguistique et didactique de la traduction. Cette étude s'inscrit dans le domaine de la didactique des langues, de la traductologie, en mobilisant également les apports des neurosciences. Et cette recherche part d'un constat central. Dans de nombreux contextes universitaires, l'enseignement de la traduction reste majoritairement centré sur le produit final, c'est-à-dire sur la qualité de la traduction plutôt que sur le processus cognitif, émotionnel et stratégique mobilisé par les apprenants. Or, traduire ne consiste pas uniquement à transporter des mots d'une langue à une autre. Il s'agit d'un processus complexe qui implique la compréhension, la prise de décision, la résolution des problèmes, ainsi que la mobilisation conjointe des langues et des cultures. Dans ce contexte, la neurodidactique apparaît comme une discipline hybride pertinente puisqu'elle permet d'articuler les connaissances issues des neurosciences avec les pratiques pédagogiques afin de mieux comprendre comment les étudiants apprennent. À partir de cette problématique, la question principale de recherche est la suivante. Comment la neurodidactique influence-t-elle le développement de la sous-compétence stratégique chez les étudiants de la licence en langue française de la faculté de langue de l'Université de Veracruzana?
Deux questions spécifiques se découlent. Quels sont les apports de la neurodidactique dans la procuration de cette sous-compétence et comment ces principes influencent-ils les apprenants? L'objectif général consiste donc à analyser cette influence, tandis que les objectifs spécifiques visent à examiner les apports et à identifier les effets concrets des principes neurodidactiques. Concernant le contexte, cette recherche a été menée à l'Universidad Veracruzana dans la faculté des langues, licence en langue française. Actuellement, il y a un autre, elle a un autre nom, Licenciatura en Enseñanza de Lengua y Cultura Francesa. Et bien sûr, moi, je fais la recherche à l'intérieur de l'expérience éducative de traductologie ou principalement la traduction à l'Universidad Veracruzana occupe une place importante dans la formation en langue et culture française. Cependant, un décalage a été observé entre une approche centrée sur le produit, comme j'avais mentionné dans la problématique, et la nécessité d'intégrer davantage le processus d'apprentissage. Concernant le cadre théorique, sur le plan théorique, cette recherche s'appuie sur plusieurs champs. D'une part, les neurosciences ont montré que le cerveau apprend mieux lorsqu'il est engagé activement et émotionnellement. L'émotion joue un rôle fondamental dans la mémoire, l'attention et la motivation. D'autre part, la neurodidactique, telle que définie par des auteurs comme Guillen, Rosler ou encore Gamow, ne constitue pas une méthode en soi, mais plutôt une application des connaissances sur le fonctionnement du cerveau au domaine de l'enseignement. Par ailleurs, l'approche neurolinguistique met en avant l'importance de l'oral, de l'interaction et de la mobilisation des structures. OK. Enfin, du point de vue de la traductologie, la traduction est envisagée comme un processus dynamique et la compétence traductionnelle inclut une sous-compétence et stratégie définie notamment par Hurtado et les groupes pactés qui impliquent l'organisation du travail, la résolution des problèmes et l'auto-évaluation. Sur le plan méthodologique, cette étude adopte une approche qualitative interprétative. Elle s'inscrit dans un dispositif articulé autour des trois moments, une intervention didactique, la collecte des données, puis leur analyse. La recherche est à la fois exploratoire, descriptive et explicative. Elle a été menée auprès de 12 étudiants, majoritairement mexicains, ainsi que des 4 enseignants. Dans le cadre de cette recherche, deux types d'informateurs clés ont été considérés, les étudiants de langue française et les enseignants spécialisés en neurosciences et en traduction. Une présentation de la recherche, bien sûr, a été effectuée, accompagnée de la diffusion d'un formulaire de consentement éclairé auprès des participants. Et les données ont été recueillies à travers l'observation participante des entretiens semi-directifs et l'analyse d'unités de traduction. Voici le texte que j'utilisais. Il s'agit de la cuisine fusion tiré d'un manuel des langues du niveau B1 et dans l'annexe numéro 7, vous pouvez observer un texte traduit par un professionnel de la traduction. Et voici les entretiens semi-directifs. D'un côté, on a les questions pour les apprenants, les motivations, ces motivations, comment ils aiment apprendre, etc. Et de l'autre côté, on a interviewé les professeurs concernant leur parcours professionnel, comment est-ce qu'ils préfèrent enseigner dans leur cours. Et pour la mise en œuvre, une séquence didactique expérimentale de 10 séances a été conçue et mise en œuvre en intégrant les principes de la neurodidactique concernant la dynamique d'intervention, les dates et les horaires de mise en œuvre qui ont été établis en concertation avec la professeure qui nous a prêté son groupe.
Cette séquence, comme on peut l'observer dans le tableau présenté, articule de manière systématique contenu, activité, objectifs et principes neurodidactiques. Par exemple, dans la séance consacrée aux différences orthotypographies entre l'espagnol et le français, les activités incluent une phase d'activation, des questions déclencheuses, un travail collaboratif et une réflexion métacognitive. Ces activités répondent à des objectifs précis, tels que la réactivation de l'attention, l'identification des différences linguistiques et la réflexion sur les apprentissages. En parallèle, plusieurs principes de la neurodidactique sont mobilisés, notamment la nouveauté pour stimuler l'attention, le jeu comme porte d'entrée dans l'apprentissage, la dimension sociale à travers le travail en groupe et l'importance des émotions. Le cours s'est achevé sur la première photo. On voit les apprenants en phase de construction et de consolidation des connaissances systématiques. On leur a demandé de chercher des mots de vocabulaire pour faire l'activité suivante qui consiste à faire un exercice de pratique. Vous observez sur la photo, on a mis à la disposition des étudiants de la pâte à modeler afin, afin de leur permettre de matérialiser leurs idées autour de la question: que représente pour vous la cuisine fusion? De même, ils ont présenté une brève explication et leur création et ont partagé leurs réflexions à ce sujet. Bien sûr, certaines équipes se sont appuyées sur des mots-clés du texte tels que se marie, cohabitation et métissé. Ils ont en effet soutenu que ces termes avaient été les plus débattus au sein de leur groupe, leur permettant ainsi de comprendre l'importance de respecter est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai On t'a perdu perdu la... quelques Ah, secondes. ok. Bon, alors je vais reprendre ce tableau de l'analyse des données. L'analyse des données a été réalisée à travers une analyse de contenu permettant de construire des catégories et des sous-catégories selon une approche à la fois éthique et émique. Comme l'illustre le tableau présenté, chaque catégorie est définie de manière théorique, puis reliée à des sous-catégories issues des données empiriques. Par exemple, on a la catégorie de la neurodidactique, inclut des éléments tels que les émotions, les motivations ou encore la mémoire associative qui émergent directement des discours des participants. De la même manière, la sous-compétence stratégique est opérationnalisée à travers des dimensions concrètes telles que la résolution des problèmes de traduction ou encore la relation entre la langue maternelle et la langue étrangère. Enfin, la didactique de la traduction est analysée à partir des pratiques pédagogiques, des perceptions des étudiants et de leur autonomie. Il vous reste 5 minutes. Les résultats, oh, merci. Les résultats mettent en évidence plusieurs éléments significatifs. Il y a l'extrait d'entretien avec les enseignants et une analyse et interprétation. On a obtenu aussi la sous-catégorie de recherche, les émotions positives et négatives dans les études universitaires. Tout d'abord, les émotions jouent un rôle central dans le processus d'apprentissage. Elles ont un impact non seulement cognitif, mais également physique et conditionnent les expériences d'apprentissage futures. Ensuite, la motivation apparaît comme un facteur déterminant. Par ailleurs, la langue maternelle se relève d'être une ressource essentielle pour résoudre les difficultés de traduction interlinguistique, notamment pour comprendre les nuances et les spécificités culturelles. Voici l'analyse des différentes versions de traduction, montre également une progression des étudiants, ce qui témoigne du développement de la sous-compétence stratégique.
Ce tableau met en relation un fragment du texte original, une traduction professionnelle de référence, ainsi que plusieurs versions produites par les étudiants. On constate que les premières versions présentent des lacunes, notamment au niveau lexical et culturel, syntaxique. Cependant, au fil des versions, les traductions deviennent plus précises, plus cohérentes et plus proches de la version professionnelle. Bien. On a aussi la sous-catégorie de l'enseignement de la traduction. On a fait une comparaison entre le système éducatif des universités françaises et mexicaines. En revanche, certaines difficultés persistent, notamment en compréhension écrite, liées en partie à un manque d'habitude de lecture dans les deux langues. En conclusion, cette recherche montre que l'intégration des principes de la neurodidactique a un impact positif sur le développement de la sous-compétence stratégique. Elle favorise la motivation, l'engagement, la mémoire associative et la progression des étudiants. Toutefois, elle met également en évidence certains défis, tels que le manque de compétences en compréhension écrite ou l'insuffisance de certaines formations linguistiques. Enfin, la neurodidactique apparaît comme une approche globale capable d'améliorer les processus enseignement-apprentissage en prenant en compte les dimensions cognitives, émotionnelles, pédagogiques et physiologiques. Bref, pour conclure, former des traducteurs aujourd'hui, ce n'est pas seulement transmettre des savoir-faire, mais accompagner le développement de sujets capables de penser, de ressentir et d'agir de manière stratégique dans des situations complexes. Merci. Voilà, moi, je vous montre un peu de bibliographie et si vous scannez le code de la recherche et voilà, lesquels, si vous avez quelques questions ou des commentaires, voilà, soyez les bienvenus. Merci encore. Merci beaucoup, Arlette. C'est très intéressant ton travail. Et nous allons continuer maintenant avec Alicia et Genera Melendez qui va nous présenter le développement d'une compréhension de lecture translinguistique à des fins traductologiques chez des apprenants de français comme langue et comme... Bon, on te laisse 15 minutes pour nous faire ta présentation et on continue. Je vois qu'on a déjà quelques questions. Si vous voulez aussi poser les questions pour Arlette et à la fin, on va récupérer toutes les questions. Ok. Merci, bonjour. Je m'appelle Alicia Gerena, je suis enseignante de la licence en traduction de l'École nationale des langues, linguistique et traduction de l'UNAM. Je vais vous présenter la communication intitulée Développement d'une compréhension de lecture translinguistique à des fins traductologiques chez des apprenantes de français langue C. Il s'agit d'une recherche-action en cours de nature technique au sens de Groundy, dont l'objectif consiste à mettre à l'épreuve et à évaluer une intervention ou une action afin d'améliorer une situation ou une pratique à partir d'un cadre théorique défini par la personne chercheuse. En tant qu'experte, celle-ci est chargée d'identifier le problème, de concevoir l'action ou l'intervention, de l'évaluer ainsi que d'orienter et de stimuler la participation des personnes concernées au moyen des instruments d'évaluation de l'action. La problématique qui est à l'origine de cette recherche est la suivante. Les étudiantes de la licence en traduction de l'ENA choisissant comme langue C de traduction le français, entreprennent les cours de traduction des textes non spécialisés que j'enseigne au 4e semestre de leurs études avec un niveau de compréhension de lecture du français plus bas que celui préconisé par les projets NACT, en español, nivelación de competencias en la adquisición de la competencia traductora, traducción escrita hacia un marco europeo de niveles de competencias en traducción. Au niveau A1 en traduction, c'est un niveau de traducteurs, traductrices pré-professionnels. On recommande un niveau minimum de compréhension des écrits B2 pour traduire des textes non spécialisés.
Or, aucun niveau de langue C n'est exigé pour commencer les études de cette langue dans cette licence. Les étudiants et étudiantes commencent leur apprentissage de langue C, en l'occurrence le français, en deuxième semestre. Donc, au moment de prendre ce cours au quatrième semestre, la plupart des étudiants n'ont eu que 120 heures d'apprentissage du français, c'est-à-dire 64 heures par semestre et 4 heures par semaine. Si on tient en compte le nombre d'heures requises pour obtenir un niveau V2 d'après les programmes du département de français de l'ENALT, 744 heures, on est à même d'observer le décalage considérable entre le nombre réel d'heures d'apprentissage et le nombre d'heures requises par la même institution. Cette situation confronte l'enseignement à un problème de curriculum nul d'après la littérature scientifique récente. Et bon, quels sont les objectifs de la recherche? Et répondre à la difficulté de mener à bien et en autonomie les projets de traduction proposés dans les cours, malgré les niveaux de langue. Déterminer si ces tâches permettent d'atteindre l'objectif provisoirement réassigné au cours, dans l'attente d'une révision institutionnelle du programme d'études, développer une compréhension écrite translinguistique à des fins traductologiques dans la combinaison des langues français et espagnol. Et bon, afin de permettre aux étudiants d'aborder la traduction des textes non didactisés, authentiques et véritablement significatifs, il a été nécessaire de concevoir un dispositif d'échafaudage sous la forme de tâches pour la compréhension des lectures, reformulation, révision et correction des traductions. Et on a effectué une mise en place exploratoire des tâches conçues pendant le semestre 2025-2 pour réaliser 2 projets de traduction collective et collaborative d'un livre de recettes, traduction collective et collaborative de 2 entrées de Wikipédia en français. Et les cadres théoriques et conceptuels pour la conception des tâches est les suivantes. La première approche didactique retenue est l'approche partage appliquée à la formation en traduction, notamment à partir de la notion des tâches définie par González Davis. Celle-ci la conçoit comme une série d'activités orientées vers un même objectif général et aboutissant à un produit final élaboré, un projet, au fil de plusieurs séances. Ces tâches permettent de mobiliser à la fois des connaissances procédurales, savoir-faire, et déclaratives, savoir. De plus, selon Penny Hure, citée par González Davis, elle relève d'un processus de réflexion produisant un résultat tangible qui doit être consigné d'une manière ou d'une autre. Et étant donné que la conception des tâches et par conséquent les projets de recherche sont centrés sur les processus de traduction, il convient de partir d'une conception précise de celui-ci. Le modèle de processus de traduction adopté est celui proposé par Freddy Plassard. Pour cet auteur, la traduction constitue une interaction dialectique des types de lecture et d'écriture, c'est-à-dire une série d'opérations concrètes de lecture et scripturales qui peuvent être apprises et mobilisées avant, pendant et après la rédaction du texte cible. Sa vision du processus de traduction me semble particulièrement pertinente pour la didactique de la traduction, dans la mesure où elle fait du processus un phénomène concret susceptible d'être construit, enseigné et appris à travers des types de lecture et des opérations scripturales précises, présentées comme des tâches spécifiques que la personne traductrice accomplit dans sa pratique. En outre, ce modèle n'est pas conçu comme un processus prescriptif, mais comme une proposition adaptable en fonction des besoins, des compétences et du niveau de formation de la personne traductrice. Aussi, il y a le translinguisme pédagogique qui est à la base de la recherche. Le translinguisme pédagogique renvoie à l'utilisation de différentes langues pour l'input et l'output, ainsi qu'à d'autres stratégies planifiées fondées sur la mobilisation de l'ensemble du répertoire linguistique des étudiants, c'est-à-dire aussi bien de leur langue A ou L1 que de leur langue B ou C, L2 et L3. Et cette perspective pédagogique est particulièrement pertinente tant pour les ateliers de traduction que pour les cours de langue à des fins traductologiques pour les raisons suivantes. Les étudiants et étudiantes en traduction ont pour objectif de devenir des locuteurs plurilingues capables de travailler dans 2 langues ou plus.
En outre, ils doivent précisément développer une compétence contrastive ou de transfert, c'est-à-dire la capacité de distinguer et de dissocier les langues en contact, ce qui comporte le développement d'une conscience métalinguistique et l'acquisition de connaissances métalinguistiques préconisées par cette approche. La compréhension écrite des fonds de traduction peut ainsi être qualifiée de translinguistique car les étudiants et étudiantes mobilisent l'ensemble de leur répertoire linguistique, en particulier celui des 2 langues de travail du projet de traduction ou des projets de traduction en cours, pour mener à bien tous les types de lectures présents pendant le processus de traduction. Aussi, dans le cadre de ces projets de recherche, toutes les tâches conçues sont translinguistiques puisque l'input nécessaire à la réalisation est toujours en français, tandis que l'output est produit en espagnol. Et les conseils de possession appliqués au projet sont exposés et utilisés dans les normes ISO 18587 et UNEISO 18587. Ces conseils ont été utilisés car il s'agit de standards internationaux élaborés afin de garantir la qualité, la sécurité, l'efficacité et l'interopérabilité des produits, des services et des systèmes à l'échelle internationale. Ces normes sont élaborées par l'Organisation internationale de normalisation dont le siège se trouve à Genève. D'un point de vue académique et didactique de la traduction, ces normes constituent un cadre technique et méthodologique permettant de connaître les critères uniformes de gestion internationale des productions industrielles et des processus d'innovation technologique auxquels les étudiants et étudiantes en voie de professionnalisation pourraient être confrontés sur les marchés du travail national et international. La typologie d'erreur est retenue pour la conception des tâches de relecture critique et de réécriture, autorévision et autocorrection, ainsi que pour l'analyse statistique descriptive et interprétative ultérieure des textes cibles des étudiantes, que c'est l'un des instruments de collecte de données qualitatives, et celle proposée par Amparo Hurtado Albir dans son ouvrage Aprender a traducir del francés al español, competencias y tareas para la iniciación à la traduction. Le choix de cette typologie s'explique par le fait qu'il s'agit du texte pédagogique le plus complet, à mon avis, et le plus actuel appliqué à l'initiation à la traduction dans la combinaison linguistique propre à l'atelier français dans ces combinaisons de langues, français-espagnol. En outre, cette proposition intègre la notion de registre. Après, je vais expliquer parce que ça, c'est important. Les étudiants, une des tâches, c'est justement entreprendre une analyse de registre. Et elle s'appuie sur l'approche didactique de la formation des traducteurs et traductrices qui a guidé la conception de cette recherche, l'approche par tâche. Et maintenant, je vais vous décrire très vite fait les tâches. La première tâche qu'on fait quand on commence à faire un projet de traduction, c'est la recherche lexicale monolingue collective et collaborative. L'objectif de cette tâche, c'est d'éviter, commettre ou corriger des erreurs qui altèrent le sens du texte source lors de la reformulation et de la relecture critique. La relecture critique, c'est l'autorévision, autocorrection ou la post-édition du texte à traduire, notamment en ce qui concerne le choix du lexique équivalent en espagnol. Un autre objectif, c'est d'enrichir le vocabulaire à langue C. Et après, on va leur apprendre à faire une analyse logique des phrases. Et l'objectif, c'est d'éviter de commettre ou corriger des erreurs susceptibles d'altérer l'essence du texte source lors de la reformulation de la relecture critique, notamment en ce qui concerne le marqueur discursif employé dans les textes et la cohésion des phrases. Et notre objectif, c'est d'éviter de commettre ou corriger des erreurs qui nuisent à l'expression du texte cible, en particulier les erreurs morphosyntaxiques, les calques syntaxiques et textuels, Alicia, très communs. il nous reste 5 minutes. Pardon. Et à enrichir et approfondir les connaissances linguistiques. Et bon, les autres tâches sont la relecture critique et réécriture du texte cible à partir de la typologie d'erreur d'Hurtado Albir. L'objectif, c'est de se familiariser avec une typologie d'erreurs pour être à même de le repérer, de les nommer et de les corriger, bien sûr. Et les possessions des erreurs de compréhension, les possessions des erreurs d'expression du texte cible aussi. L'analyse des registres est aussi très important
parce que l'objectif ici, c'est de apprendre à définir collectivement et de manière collaborative à partir de l'analyse des teneurs et du mode du texte source, des critères de traduction pour les textes cibles. Donc, cette analyse sert à confronter les deux contextes d'énonciation, le source et le cible, pour dégager les briefs de traduction et ses critères. Et bon, la méthodologie pour l'évaluation des tâches. D'abord, je fais une analyse thématique d'une enquête de perception sur les tâches. Et après, je ferai une analyse descriptive et introspective des erreurs dans les textes cibles finaux de 2 projets de traduction du semestre avant ma rétroaction, à partir de la typologie d'Hurtado-Alvir. Et les résultats préliminaires. L'analyse logique a été considérée par les étudiants et étudiantes comme la tâche la moins utile pour réaliser les projets de traduction du semestre parce qu'elles ne l'ont pas utilisée ou parce qu'elles la trouvaient difficile à cause de leur niveau de français. Cependant, elle a été utilisée dans d'autres cours pour faciliter la compréhension des textes à traduire et elle a été retenue par quelques étudiants et étudiantes comme un de leurs apprentissages les plus significatifs. Je vous montre ici les réponses où l'on trouve ces perceptions. OK. Et les tâches considérées comme les plus utiles pour réaliser les 2 projets de traduction du semestre en étaient l'analyse du registre, du texte source, la relecture critique et réécriture du texte cible, autorévision et correction à partir de la typologie d'erreurs d'Hurtado-Alvir, et la possession des erreurs de compréhension, car elles ont permis de comprendre plus en profondeur les textes sources, de fixer des critères de traduction, de justifier leur décision de traduction et de repérer d'une manière plus efficace et ponctuelle les erreurs dans leur traduction et dans les traductions automatiques pour mieux réussir leur version finale des textes cibles, traduction ou post-édition. Et néanmoins, on a indiqué que pour mener à bien leurs autorévisions, leurs autocorrections, leur post-édition, il est essentiel de faire d'autres tâches telles que la recherche lexicale, l'analyse logique et l'analyse du registre. Donc, je vous montre l'une des réponses reliées à ce sujet. Les conclusions préliminaires, très préliminaires, à partir de la perception des étudiants et étudiantes, on peut affirmer que la plupart des tâches et d'amener à bien et en autonomie les projets de traduction proposés dans les cours, malgré le niveau de langue. Ça, c'est relié à mon premier objectif. Et aussi, en partant de leur perception, on peut conclure à titre préliminaire qu'elles développent une compréhension écrite translinguistique à des fins traductologiques dans la combinaison de langue français-espagnol, car des tâches comme la recherche lexicale, l'analyse du registre, l'autorévision, autocorrection et la post-édition effectuée à partir de la typologie d'erreurs Hurtado-Alvir leur permettent de mieux comprendre les textes sources, de fixer des critères de traduction, de justifier leurs décisions et de nommer, repérer, comprendre et corriger leurs erreurs de formulation en espagnol. Et merci pour votre attention. Et ici, je vous montre mes références de base. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Alicia. Et en fait, vous avez terminé pile poil, bien respectant le temps. Nous allons continuer maintenant avec notre dernière communication d'aujourd'hui. C'est la compréhension des textos en français, Aplícate y diviértete, qui va nous présenter Graciela Junet Garcia Pavón. Alors, Graciela, tu peux commencer à partager ton écran. On t'écoute. Ça se voit? Bonsoir, ça se voit? Oui, Oui. sans problème. Ah, d'accord. Bon, merci. Bonsoir à tous. Merci, Amdif, pour cet espace de partage et de réflexion. Et donc, je vais vous présenter le thème, la compréhension des textes en français. Applique-toi et amuse-toi bien. Et donc, voici où je suis, Graciela Junet Garcia Pavón. Ça, c'est mon contact. Si vous avez des remarques, des critiques ou des commentaires, ce sont les bienvenus. Donc, cette recherche est faite lors de mes études en master en pratique éducative innovante dans les centres d'études supérieures en éducation pendant la période de 2022-2024. Et la recherche a été appliquée dans mon centre de travail, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, à l'UNAM, et j'appartiens au département de langue étrangère. Donc, je voudrais commencer avec une citation que j'aime et en fait que je travaille dans mes cours.
Et la citation, c'est de l'écrivain Daniel Pennac qui dit « Ne vous moquez jamais de ceux qui ne lisent pas si vous voulez qu'ils lisent un jour ». J'adore cet auteur et en fait, cette phrase est tirée du droit du lecteur de son livre comme un roman. Et je ne la travaille pas ici seulement pour la présentation, sinon que je travaille les droits du lecteur avec mes étudiants. On dit que si tu ne lis pas, il ne se passe rien, mais si tu lis, il se passe beaucoup. Et ça, c'est vrai. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe quand tu lis avec des stratégies de lecture médiatisées par la technologie? Donc, c'est dans ce contexte, le contexte où j'ai mené la recherche, comme j'ai dit précédemment, c'est à la faculté d'Estudios Superiores de Zaragoza, qui est située à l'orient de la ville de Mexico, pardon. Et plus précisément, se concentrer pour les cours de compréhension de textes en français. Ce type de cours donc dure 12 semestres, seulement 12 semestres. La faculté offre des cours de français, cours général, avec les 4 compétences, production orale, production écrite, compréhension orale et compréhension écrite, mais aussi les cours de compréhension de textes, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin de l'attestation pour obtenir le diplôme. Et donc, ça, c'est l'une des principales motivations dans lesquelles les étudiants s'encouragent ou se motivent, disons, pour suivre ce type de cours. En français, il faut dire, ça c'est une contrainte ou limitante, qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants pour ce type de cours, mais après ça, donc, ils choisissent ces cours parce qu'ils adorent la langue française, ou bien parce qu'ils ont déjà l'attestation en anglais et ils sont déjà utilisés, ou bien parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour les cours de compréhension de textes en anglais. Donc, mais à la fin, les étudiants, je crois qu'ils tombent amoureux de la langue parce qu'après, ils décident, il y a beaucoup d'étudiants qui décident de continuer avec les français, mais avec les 4 habilités. Il faut dire que ce type de cours ne sont pas adressés seulement aux étudiants de la faculté, sinon aussi aux étudiants issus d'autres établissements scolaires. Ça marque la diversité des publics, la diversité d'intérêts, aussi d'âge et d'âge. Voilà. Donc, quelle est la formulation de la problématique? Comment l'utilisation d'applications mobiles faciliterait-elle la compréhension des textes en français pour les étudiants qui prennent ces cours à la faculté? Ici seulement, j'ai mis les étudiants en général, pas seulement pour les étudiants de la faculté. Quelles sont les questions qui ont guidé cette recherche comme question principale? Comment la compréhension des écrits en français pourrait-elle renforcer par l'utilisation d'applications numériques chez les étudiants inscrits au cours de compréhension des textes de la faculté? Comme question secondaire, quel type de stratégie de lecture les étudiants utilisent-ils pour comprendre un texte en langue maternelle et comment les utilisent-ils pour aborder un texte en langue étrangère? Et s'ils les utilisent. Ici, après, je vais faire quelques précisions sur ça. Est-ce que les stratégies de lecture utilisées par les étudiants incluent l'utilisation d'une application d'un support numérique et comment les utilisent-ils? L'objectif général de la recherche, ça a été évaluer l'impact de l'utilisation d'applications numériques pour faciliter la compréhension des textes en français chez les apprenants de la faculté. Comme objectif particulier, on a d'abord analysé les stratégies de lecture qui se trouvent dans les programmes d'études de compréhension de lecture de la faculté, concevoir des stratégies avec l'utilisation d'applications numériques pour renforcer la compréhension des textes français et finalement mettre en place les stratégies conçues à l'aide d'un plan pédagogique avec l'utilisation d'applications numériques. Et la portée de la recherche, c'est-à-dire l'alcance, c'était un type d'étude corrélationnelle. Pourquoi relationnelle? Parce qu'on a identifié les liens qui existent entre l'utilisation des stratégies d'enseignement à l'aide d'applications mobiles et la compréhension des textes en français, c'est-à-dire quelle est la relation entre ces 2 variables. Les cadres théoriques, ici, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup de paradigmes, mais j'ai pris quelques aspects de ces paradigmes qui sont utiles dans mon cas pour la compétence de la compréhension des écrits. Comment j'ai pu tirer de ces paradigmes quelque chose
pas d'utile, mais d'importance pour la compréhension des écrits. J'ai mis au milieu l'approche Blended Learning. Donc, c'est une approche, disons, d'apprentissage flexible qui guide les pratiques éducatives du département en langue étrangère. C'est une approche éducative, comme je viens de dire, hybride qui combine l'enseignement et l'apprentissage en ligne est présentiel. Pourquoi? Parce qu'à à la fac, on utilise la plateforme Moodle. Donc, il faut intégrer des activités-là. Et aussi, le constructivisme, pourquoi? Pourquoi le constructivisme? Parce que l'étudiant est au centre de l'apprentissage et il est le responsable de son propre apprentissage et le professeur, comme on disait dans la première conférence, est le médiateur. Et l'apprentissage significatif du cerveau et cette approche et ce paradigme est très important pour la compréhension des textes, principalement parce qu'il y a l'interaction de la structure du contenu du texte avec les structures de connaissances préalables de l'étudiant. Dans les cours de compréhension des textes, le processus de construction du sens est très important. La gamification, bien, c'est pour renforcer les connaissances à travers les jeux et l'interaction. Et sans oublier les piliers de l'éducation de Jacques Delors, essentiels pour l'apprentissage tout au long de la vie. Par exemple, apprendre à connaître quoi? Acquérir des connaissances, comprendre le monde à travers la lecture, et utiliser aussi les applications, apprendre à faire, mettre en pratique ces applications et apprendre à être. Ici, l'étudiant développe son autonomie et apprendre à vivre ensemble, la coopération, l'interaction. Et il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en compétence de la compréhension de texte, la théorie des schémas de Rumerhall et Anderson est très importante parce qu'elle guide l'activité des processus cognitifs comme la perception, l'apprentissage et la compréhension et à travers de structures mentales qui s'appellent schémas, parce qu'elle permet de générer des prédictions et d'élaborer des inférences qui sont très importantes pour la compréhension d'un texte. Et aussi, j'ai consulté quelques auteurs qui ont attiré fortement mon attention. Par exemple, Michel Picard de 1986, dans les années 80. Parce qu'il a été l'un des premiers à incorporer la notion de jeu à la lecture au moment de comparer la lecture comme un jeu. Et aussi Roger Chartier qui a parlé de la transfiguration du lecteur. Sans oublier aussi dans les cadres théoriques, les fameux cadres européens communs de référence pour les langues, parce qu'on travaille avec les descripteurs et l'apprentissage est vu à travers des tâches spécifiques avec d'objectifs définis et l'apprenant devient un acteur social. La méthodologie, c'était une recherche avec une approche qualitative. Comme je l'ai déjà mentionné, une recherche corrélationnelle par les rapports entre variables. Quelles sont les variables? La compréhension des textes et l'utilisation d'applications. Et l'instrument de recherche, c'était principalement des questionnaires. La proposition de la recherche, renforcer la compréhension des textes en français avec l'utilisation d'applications mobiles et atteindre une amélioration des résultats scolaires et une meilleure qualité des apprentissages chez les étudiants inscrits au cours de compréhension des textes en français de la faculté. Comme j'ai déjà mentionné, on a utilisé les questionnaires comme principal instrument. Et les questionnaires, je trouve qu'ils sont faciles et ils permettent de recueillir l'information de façon structurée pour analyser et interpréter l'information que les étudiants donnent. Et en plus, on peut les élaborer facilement sur Google Forms. Et ils ont l'avantage qu'on peut les appliquer de manière soit présentielle, soit virtuelle, et ils sont très accessibles. Donc, j'ai réalisé deux questionnaires, un questionnaire diagnostic ou d'entrée, comme je l'appelle, et un questionnaire d'évaluation ou de sortie. Et dans les deux questionnaires, il y avait des questions ouvertes et des questions à choix multiples. Et dans Graciela, il vous Oui. reste 5 minutes.
D'accord, merci, merci. Le temps se passe à très vite. Bon, et le premier questionnaire de diagnostic, c'est pour justement connaître les pratiques, les pratiques de lecture des étudiants et comme ça prendre des décisions pour l'élaboration des tâches. Et aussi, le questionnaire diagnostic a été très utile pour identifier les besoins des étudiants et pouvoir déterminer les objectifs d'utilisation de l'application sélectionnée. Et le questionnaire d'évaluation qui a pour objectif effectuer l'efficacité des stratégies conçues avec les applications. La mise en place. Cette recherche a été menée pendant le semestre 2024 d'après la nomenclature universitaire, pendant du mois d'août au mois décembre, de 21 août au 8 décembre. Il y a eu 14 sessions au total. C'était un travail collaboratif d'équipe entre professeurs. Il y a un autre professeur français, donc on a travaillé ensemble. On a travaillé avec 4 groupes, 21 étudiants au total. Et comme ressources, ces photos, sur les photos, on voit les salles de classe équipées et non équipées, parce qu'il faut adapter la situation aussi. Et il faut dire que les photos, on était avec l'autorisation des étudiants. Voici un extrait d'un plan classe où on voit comment on va appliquer une stratégie avec, comme on dit en espagnol, un diseño instructionnel très clair, avoir l'intention éducative très claire. Quelle application, quand, comment et pourquoi. Et la première application, c'était Quizlet pour travailler le vocabulaire, les champs sémantiques ou lexicales, les mots-clés, associer les mots à l'image et à la prononciation et a permis pour les étudiants de pratiquer en autonomie. La deuxième application, c'était Kahoot pour travailler la grammaire, la conjugaison des verbes. Dans le cours de compréhension des textes, on dit identifier los planos temporales et les référents grammaticaux. Quizzes pour évaluer déjà la lecture. Il faut dire que dans les cours de compréhension des textes, les textes se présentent en français et les étudiants doivent répondre en espagnol pour vérifier la compréhension et l'appropriation du texte chez les étudiants. Et donc, les résultats ici, on voit un graphique avec disons, absolu 100% parce que les activités menées tout au long du cours avec les outils numériques ont aidé aux étudiants à mieux comprendre les textes. Disons, l'aspect de vocabulaire, ça a été l'aspect le plus, disons, bénéfique pour les étudiants et après la grammaire. Et l'application plus facile, c'était Kahoot, évidemment. Après, quizzes et Quizlet. Bon, finalement, les conclusions, bon, j'ai mis plusieurs, mais en résumé, la compréhension des textes, on peut les voir comme un processus dynamique, pas un processus, un cours ennuyant, parce qu'au principe, les élèves disaient, je croyais que j'allais m'ennuyer en lisant et en lisant et en lisant, mais quand ils ont vu ce type d'activité, ils s'étaient motivés et moi aussi. C'est pour ça que si j'ai écrit, il y a l'intérêt, enthousiasme, volonté et engagement, pas seulement par la part des étudiants, sinon aussi pour les professeurs. Et bon, intégrer l'éthique et l'étape pour diversifier et améliorer notre processus d'enseignement-apprentissage. Je crois qu'on est face à un changement de paradigme où les téléphones portables ont modifié notre façon d'interagir et sont devenus une nécessité. Donc, on va les utiliser comme un outil d'apprentissage. Si on les utilise pour envoyer des messages, s'amuser et aussi pour apprendre. Et donc, il y a des défis, bien sûr, comme les ressources physiques, telles que les salles de classe équipées, l'accès au réseau et surtout la mise à jour des professeurs avec des cours pour connaître et maîtriser les différents outils et applications numériques pour surmonter la peur comme je l'ai fait. Et il faut donner des continuités à ce type de projet, pas seulement pour les laisser pour obtenir un degré, sinon s'impliquer à d'autres projets collaboratifs, continuer le travail. Bref, je crois qu'il faut repenser les cadres éducatifs en incorporant les technologies. On doit les incorporer parce qu'elles sont partie de notre quotidien, mais sans perdre l'essence humaine. Comme on dit les étudiants, c'est excellent d'utiliser les applications, mais ils préfèrent aussi ce type de contact humain. Donc, voici quelques références bibliographiques. Merci beaucoup pour votre attention. Oh, c'est passé à toute vitesse, là.
Vraiment désolée, oui, mais vous vous inquiétez pas parce Mm. que maintenant on aura le temps de s'échange. Et si vous voulez quand même partager, faire des commentaires, et évidemment on a déjà quelques questions, mais maintenant je vais laisser à ma collègue Adeline qui va continuer, Velasquez, qui va continuer à présenter les questions. Mais n'hésitez pas à lever la main ou à noter votre question aussi sur la boîte. On reste attentif. Merci beaucoup, Fabiola. Donc, je veux m'occuper de lire les questions. Pour le moment, on n'a que des questions pour le premier intervenant. Donc, pendant que je lis peut-être deux questions, si vous avez des questions pour les autres intervenants, vous pouvez les noter sur le chat. Alors, c'est Eli Reyes qui pose la question suivante à André Vidaña. Une traduction peut-elle réellement transmettre le même ressenti esthétique que l'œuvre originale ou crée-t-elle nécessairement une nouvelle expérience de lecture? Une traduction peut-elle être une autre œuvre? Donc, André, il s'est excusé, il a dû partir, mais gentiment, il nous a laissé les réponses à toutes les questions qu'on lui a posées. Donc, il répond à Eli Reyes. Une traduction peut et doit transmettre le même ressenti esthétique. C'est l'objectif même de la traduction dite oblique, qui cherche à restituer l'intention de l'auteur tout en respectant le génie de la langue d'arrivée. Lorsque le traducteur possède une véritable compétence culturelle et documentaire, le lecteur francophone peut éprouver la même densité poétique, la même charge symbolique que le lecteur mexicain. Cependant, mon analyse de Chocolat amer montre que cet idéal est souvent trahi. La disparition du mole dans les titres, l'omission de la pitaya ou la transformation de tia abuela en grand-mère ne crée pas une nouvelle œuvre légitime. Elle provoque une défiguration narrative, une rupture de la logistique du récit qui compromet l'intégrité artistique et peut porter atteinte aux droits moraux de l'auteur. La traduction n'est donc pas une réécriture libre. Elle est une médiation exigeante dont la seule ambition légitime est la fidélité au souffle de l'original. Une longue réponse et approfondie. Donc, je vais me permettre de lire la deuxième question qui a été posée par Georgia Grondin pour la même personne, hein, pour Andrés. Autant de fautes et manques culturels dans la traduction pose la question de la fiabilité de la traduction. Est-ce que le texte consulté en français est une traduction attestée complète? Ne pourrait-il pas s'agir d'une version abrégée? Dans les deux cas, la version française appauvrit le texte original. Avez-vous pu consulter d'autres traductions de la même œuvre chez d'autres éditeurs? L'univers sensoriel et culinaire décrit par Laura Esquivel peut-il constituer un type de culturema? Donc André qui répond. La version française que j'ai analysée est l'édition Gallimard Folio de 2009, réimprimée en 2024, traduite par Eduardo Jiménez et Jacques-Rémy Epstein. Il s'agit d'une traduction attestée et complète, non d'une version abrégée signalée comme telle. Je n'ai pas consulté d'autres éditions françaises, l'œuvre n'ayant pas fait l'objet de retraductions concurrentes en France à ma connaissance. Les altérations constatées relèvent donc bien de choix traductifs et de négligence éditoriale, non d'un format réduit. Absolument, l'univers sensoriel et culinaire décrit par Laura Esquivel constitue un ensemble dense de culture et masse, c'est-à-dire d'unités porteuses de sens culturel spécifiques. Le mole, la torta, le comal ou les proverbes culinaires ne sont pas des simples mots, mais des symboles identitaires historiques et affectifs ancrés dans la mémoire collective mexicaine. Les effacements dans la traduction française constituent une perte de sens profond et une défiguration narrative. Donc, des réponses assez approfondies, hein? Mhm. Donc, je vais essayer de réviser s'il y a des questions pour d'autres intervenants. Non, je crois que c'est juste des questions adressées à
Andrés Vidaña. Donc, je ne sais pas si on va les lire toutes. De toute façon, vous savez ici les réponses hein, pour toutes les autres questions qui ont été posées à Andrés. Donc, ou ici, s'il y a des questions oralement que vous aimeriez poser aux autres intervenants, Peut-être aussi que les intervenants entre eux auraient des questions à se poser, mm, parce qu'il y a une certaine unité thématique aussi qu'on a essayé de respecter dans la manière de regrouper les participations. Delphine, Oui, allez-y. moi je n'ai pas vraiment de questions parce que tout ce qui est traduction n'est pas vraiment mon domaine, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je voulais vous féliciter parce que justement la traduction est vraiment souvent la discipline qui est mise un peu de côté. Je ne sais pas si vous avez parfois cette sensation. Donc, je voulais juste prendre la parole pour effectivement féliciter les intervenants qui ont présenté cet après-midi dans ce domaine. J'ai des questions, mais plutôt à me faire à moi-même parce que en étant coordinatrice d'une licence de français, ben, on oublie un petit peu cet aspect de la traduction. Donc, j'ai des questions qui viendront peut-être plus tard, mais je voulais me permettre de prendre un petit peu ce moment pour vous féliciter pour vos recherches. C'est vraiment extrêmement intéressant et je trouve ça très rafraîchissant, l'approche que vous avez eue dans cette discipline. Donc, je vous remercie beaucoup pour nous avoir partagé tout ça cet après-midi. En Merci. reprenant le commentaire de ma collègue, oui, effectivement, on voit que les 4 présentations ont été faites par des professeurs jeunes. Oui, on a observé que actuellement la discipline de la traduction est assez reprise par de jeunes chercheurs. Et nous, les générations précédentes, on s'est concentré beaucoup sur le domaine de la didactique ou la littérature et il y avait vraiment très peu de travaux concernant la traduction. Donc, bravo pour vos travaux hein, qui sont originaux, qui donnent de la fraîcheur au domaine de la traduction actuellement. Donc, toutes mes félicitations aussi. Adelina, et j'aimerais poser une petite question à nos collègues qui ont quand même nous expliqué par rapport à la traduction, parce que pas non plus mon domaine, c'est pour cela que j'étais restée aussi un peu de côté, mais j'aimerais savoir votre avis par rapport à la traduction, un peu l'avenir, à cette époque de l'intelligence artificielle. Je pense que les risques quand même, non, on est en péril, moi, je le sens comme ça, mais évidemment, c'est pas mon domaine, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette idée. Bon, on a été toujours en risque depuis 2016 parce que depuis 2016, il y a eu l'avènement de la traduction automatique, je ne sais pas si en français on dit neuronale, traduction automatique neuronale. Et maintenant, avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative, oui, et il y a la traduction est spécialisée qui implique un risque éthique et par exemple l'interprétation. Bon, ça c'est l'interprétation, la traduction c'est la traduction écrite, mais la traduction juridique très spécialisée, tout ça aura toujours, bon, pas toujours besoin, mais ça va continuer à avoir besoin de la surveillance humaine, oui, de la participation et les contrôles, on peut dire, et de la révision des gens. Mais c'est vrai que euh, le marché de travail a commencé à être plus restreint, oui. Et
mais quand on commence à comprendre comment est-ce que les modèles d'intelligence artificielle fonctionnent, on peut se rendre compte qu'ils s'apprennent pas et qu'ils ne sont pas conscients de tout ce qui se passe dans le monde réel, hein. Et tous les types de traductions qui impliquent un risque vont continuer à avoir besoin de l'intervention humaine. Merci, Alicia. Georgia qui lève la main. Moi. Ah oui, Arlette, allez-y. Ah oui, c'est juste pour rebondir un peu ce qu'Alice vient de dire, de terminer, parce que par exemple, moi je parlais de développer les stratégies, les stratégies pour, concernant les compétences traductives, traductelles. Et par exemple, moi je parlais de la sous-compétence, de la sous-compétence stratégique. Alors, ça retombe c'est le centre du contrôle, on pourrait dire, c'est la compétence maîtresse de la fonction du cerveau, de la prise des décisions. Il y a un rôle de régulation. Elle coordonne toutes les autres sous-compétences, linguistiques, extra-linguistiques, instrumentales, etc. Et bon, ça juste pour vous dire que le traducteur sera toujours, la personne sera toujours indispensable en tant que pour planifier, repérer, trouver des solutions face aux problèmes réels, comme Alicia vient de dire. Et alors, ça nous aide à établir une méthode de travail, d'être fidèle aux traductions et de faire des évaluations en continu. euh, euh, Parce que la langue, la société, les cultures évoluent. Donc, si on ne programme pas l'intelligence artificielle, le fameux prompt, donc ils ne trouveront pas ce chemin à suivre pour faire des traductions qui respectent la pensée des êtres humains. Alors, c'est mon commentaire. Merci, Arlette. Avant de passer la parole à Georgia, Junouette, je ne sais pas si tu voudrais répondre à la question de Fabiola. Oui, la question, ça a été de traduction ou... Pardon. Oui, peut-être que si tu pourrais la répondre, Fabiola. Oui, non, parce que c'est en fait, Graciela, elle a travaillé la compréhension, mais si tu voulais quand même nous expliquer, parce que je trouve ça pour toutes les personnes qui enseignent le français ici, la compréhension, on la laisse vraiment, on pense que les compréhensions sont toujours les premières qui sont faciles à aborder, mais c'est vrai qu'on est dans un pays où on n'est pas habitué à lire. Beaucoup, on n'a pas l'habitude, je le vois même dans la licence, non? Les élèves arrivent et si dans les lycées, collèges, on les habitue pas, comment développer cette compétence, non, en lecture et cette envie aussi de lire, non? Et tu nous as bien démontré que tu utilises la technologie, tu t'en sers aussi de la technologie. Et des pistes à nous donner peut-être de ce côté-là pour comment pouvoir éveiller cette envie, l'envie de lire de nos étudiants. Oui, bien sûr. En fait, c'était l'une de mes premières inquiétudes, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'idée, les étudiants ne lisent pas. Je crois qu'ils lisent, mais c'est une lecture que je dis amateur, non? C'est une lecture immédiate parce qu'on est dans le monde immédiat. Ils voudraient des lectures très courtes, ils voudraient des vidéos ou des TikTok, par exemple, très courtes. Et donc, pour moi, c'était un défi parce que précisément, pour la compréhension des textes, il y a des textes en grande longueur, 4 pages, etc. Et c'était l'une de mes inquiétudes. C'est pour ça que je menie les questionnaires diagnostiques pour connaître et créer des ponts de lecture avec les étudiants. Et les premières questions euh, étaient focalisées sur les pratiques de lecture. Qu'est-ce que tu aimes lire? Qu'est-ce que tu lis? Combien de fois est-ce que tu lis par semaine? Quel type de texte est-ce que tu connais? Quel type de lecture est-ce que tu connais? Pour commencer à éveiller cette curiosité, parce que ce n'est pas seulement, ah, on va lire. Non, c'est commencer à éveiller cette curiosité d'après les dialogues. Et la lecture, c'est dialogue
D'accord? La lecture, c'est le texte, le lecteur, et on doit créer des ponts entre la lecture. Donc, c'est pour ça que j'adore les droits dits du lecteur de Daniel Pennac, parce qu'il commence avec des dessins extraordinaires. Et on commence à travailler les premières semaines pour identifier les mots transparents. D'accord? Et donc, j'ai dit, bon, c'est la lecture en français, mais il y a des mots transparents. Je crois qu'il faut commencer à éveiller la lecture à travers les dialogues. Non? Et disons, on dit en français, en espagnol, j'utilise cette phrase, saberlos llevar al barco. ¿No? Comment? Avec des stratégies comme celle-ci et les stratégies, par exemple, l'utilisation des carottes. C'est spécifiquement pour la grammaire parce que toujours il dit non, mais quel est le plan temporaire de ce texte? Donc, en jouant, parce que sinon, ce n'est pas seulement apprendre la grammaire telle qu'elle, apprendre les règles de grammaire, sinon il faut les appliquer. Comment? Dans ces cas, dans les textes. Donc, je crois qu'il faut créer des ponts de lecture, des ponts de dialogue entre les étudiants et nous comme professeurs, parce que nous sommes des référents, même s'il y a les IA, même s'il y a disons, les réseaux sociaux, nous sommes des référents. Et je crois qu'on doit récupérer ces rôles de référents aussi comme professeurs. Bon, ça c'est une petite réflexion, non? Et je commence à m'envoler parce que c'est un thème qui m'appassionne. Quand j'ai décidé de choisir un thème, j'ai dit non, je vais faire quelque chose qui m'appassionne. C'est pas seulement pour la condition d'obtenir telle ou telle chose, non? Merci. Merci beaucoup, Jounouette. Je ne sais pas si tu es encore là, Georgia. Je crois qu'elle est partie. Euh, Alicia, tu as levé la main? Non? Donc, Georgia, elle a levé. Alejandra Bravo, je pense que Ah c'est oui, elle. Alejandra. Juste un petit commentaire. Euh, il y a, pour travailler la traduction d'un livre, ah, je suis désolée. Pour travailler la traduction d'un livre, d'une chanson, il faut savoir interpréter pour pouvoir exprimer l'âme de ce qui concerne. Alors, ce n'est pas une traduction littérale. J'ai trouvé très, très intéressant la présentation de, ah, je me dis son nom, désolé, d'Andrés. Alors, oui, pour traduire ce type de documents, il faut interpréter pour exprimer bien. C'est tout. Merci. Georgia, je ne sais pas si tu es encore là, si tu voulais poser une question ou faire un commentaire. Je crois qu'on l'a perdu. Donc, peut-être une dernière question ou un dernier commentaire avant de partir. Je suis là, mais je suis en train de voir que dans la boîte de chat, il y a d'autres commentaires, même si j'ai pas pu voir à qui ça s'adressait. Mais s'il y a d'autres commentaires, j'aime autant laisser la place aux autres personnes pour qu'elles participent. D'accord. Donc, oui, il y a des commentaires et des félicitations. Il y a Andrés Loranca qui dit à Junouette, merci beaucoup. Ton travail souligne parfaitement l'importance cruciale du processus de lecture avec l'intervention des outils numériques. Il nous conseille un outil, Eleven Labs, ressource excellente pour générer des audios authentiques avec une grande diversité de voix. Donc, vous pouvez peut-être consulter. Il y a d'autres recommandations de lecture que nous fait Alicia Gerena. Introduction à la traduction, là vous savez le lien. Et la traduction espagnole. Eli Reyes, une lecture à toute vitesse et des gros titres, d'accord, la longueur, leur fait peur, les intérêts, la relation humaine. Merci Junouette. Donc c'est des réactions par rapport à Junouette. Aide Silva qui propose de mettre en contact Junouette et un étudiant qui fait un mémoire en licence. Absolument. J'ai dit oui. Et puis Delphine qui félicite à tous les intervenants. Et voilà. Donc, Il y a dans la salle à aider à lever la main, je pense. oui, oui, c'est vrai. Vas-y, Aïdé, on t'écoute. Oui, je n'ai malheureusement pas pu suivre toutes les interventions, mais je tiens à souligner, même si cela a déjà été dit à plusieurs reprises,
combien il est encourageant, stimulant, intéressant d'entendre vos différentes recherches. Tout ce qui a été présenté ce matin, aujourd'hui, hier, nous montre un dynamisme de notre champ qui n'est pas toujours visible et qui donne tout son sens au travail de l'association. Donc, je suis particulièrement reconnaissante et touchée, émue par la qualité de vos interventions, par la qualité de votre pensée et par le renouveau que Adeline a souligné, le fait de se dire on n'est pas quelques vieux fous et quelques vieilles folles à vouloir creuser des sujets qui ont à voir avec la langue française, la traduction, l'enseignement, etc. Il y a vraiment une relève qui est déjà là, qui fait déjà des choses très intéressantes et j'espère que vous allez chacun, chacune continuer, si ce n'est pas commencer ou continuer à publier des choses et rendre encore plus visible ce travail extraordinaire que vous faites déjà. Donc, je tiens à vous féliciter et de manière générale à tous ceux qui nous suivent jusqu'à présent, vous rappeler que demain, nous avons également deux conférences très, très intéressantes. La question de la médiation qui est centrale et la question aussi de la cartographie de la langue française au Costa Rica, mais qui peut nous servir comme exemple. Et je me dis qu'avec des talents comme les vôtres, il n'est pas fou de rêver à créer cette cartographie pour le Mexique. Donc, je vous félicite et aussi je vous remercie parce que c'est extrêmement encourageant de vous entendre. Félicitations.